Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons cette matinée avec la deuxième conférence, cette fois-ci pour célébrer. Nous célébrons des personnes issues de la communauté noire qui font partie de nos effectifs ici au CRCHUM, des personnes qui sont parmi les professionnels et aussi parmi notre communauté étudiante et postdoctorale. Nous allons avoir un panel qui sera animé par notre directrice des ressources humaines. Farah, je te laisse la parole pour démarrer le panel. J'ai oublié que j'avais un micro. Je croyais que tout le monde m'entendait. Donc, bonjour, mon nom est Oprah Jean-Paul. Et à la fin, vous gagnez tous une voiture. C'est une blague. Donc, je vais présenter les membres de notre panel. Donc, à côté de moi, ici, à ma droite, il y a Maoussi Adjakli, infirmière clinicienne dans l'équipe du Dr Bruno dans l'Axe Carrefour Innovation. Ensuite, nous avons Edison Florial, qui est étudiant à la maîtrise dans l'équipe de Dr Boubez dans l'Axe Carrefour Innovation. Par la suite, nous avons Manuela Mbakfou, coordonnatrice de recherche clinique dans l'équipe du Dr Bruno, Axe Carrefour de l'Innovation également. Et le dernier, mais non le moindre, c'est Damehan Chelougou, étudiant au PhD dans l'équipe de François Rodier de l'Axe Cancer. Donc, commençons avec la toute première question. Dans les communautés noires, que ce soit africaines, antillaises, les domaines d'études et d'emploi les plus connus et prisés sont bien sûr la médecine, les soins infirmiers, finances et comptabilité, le droit, les sciences de l'éducation. Donc, selon vous, comment le fait de travailler en recherche est perçu par la communauté noire? Je peux commencer, si vous voulez. Donc, comme Farah l'a dit, moi, c'est Maoussi. Tout d'abord, je dirais que pour qu'il y ait une perception, il faut d'abord qu'il y ait une connaissance. Pour moi, la communauté noire a, je ne vais pas généraliser, mais très peu de connaissances avec le domaine de la recherche. Souvent, quand on dit qu'on travaille en recherche, on se fait poser beaucoup de questions. Et cette connaissance, elle est transmise en général par les personnes que nous connaissons. Donc ça revient à un problème pour moi de représentativité de cette communauté noire au sein de la recherche. Parce que, comme Farah l'a dit encore, on a les sciences médicales, on connaît tous un tanti, un tonton qui est docteur, qui est infirmier et tout, mais combien connaissons-nous qui sont dans le domaine de la recherche pour pouvoir être cette représentativité dans les réunions familiales pour pouvoir inciter les jeunes à faire de la recherche. Donc, il est très important que cette représentativité-là soit présente pour que les communautés noires connaissent le domaine de la recherche et puissent avoir une perception positive ou négative en fonction de leurs propres expériences de ce domaine-là. Merci. Je peux enchaîner. Moi, je suis Edison et j'ai fait médecine en Haïti. Donc déjà, comme perception, chez nous, est-ce que je pourrais dire qu'il y a une perception, comme l'a dit ma collègue devant? C'est comme on a toujours des questions à répondre. C'est comme moi, j'ai fait déjà 8 ans d'études, arrivé ici pour une maîtrise. Même dans mon entourage, là, comme ma mère me demande, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Encore des études? Tu étudies? Qu'est-ce que tu vas travailler au moins pour gagner ta vie? C'est quoi tu fais cette chose? Même comme les gens qui ont fait comme des études avec nous en Haïti, quand tu leur dis comme moi je vais faire une maîtrise, je vais faire la recherche, tu as encore de l'énergie pour faire ça. Même eux aussi, comme, bien que chez nous, comme même les patrons avec qui on a travaillé, eux, ils n'ont pas beaucoup d'écriture, ils n'ont pas beaucoup d'écrit. Donc on n'a pas eu d'encouragement de la base. Et arrivé ici, quand on s'est imprégné de ça, là on a toujours des comptes à rendre pour expliquer, pour encourager les gens. Il faut avoir aussi des arguments très, très, très convaincants pour montrer ce qu'on fait et aussi pour au moins motiver les autres à le faire. C'est tout ce que je pourrais dire. Moi, je dirais que il
il y a beaucoup de questions qui viennent en arrière. C'est beaucoup de questionnements, beaucoup de scepticisme, parce que les gens ne comprennent pas ou la communauté ne comprend pas c'est quoi la recherche, c'est quoi la science. Et c'est beaucoup de doutes aussi. Des fois, tu te demandes, tu te remets toi-même en question, est-ce que tu es dans le bon milieu? Parce que les gens vont se demander, mais pourquoi tu es là-dedans? Et c'est comme si pour les autres ou la communauté, tu contribues un peu à ce qui est fait par les Blancs, pardonnez-moi l'expression, puis Dr. Staff précédemment l'a très bien soulevé, le fait qu'il y a tous ces précédents en fait de comment la recherche était faite avant, qui est resté ancré dans les esprits des gens. Bon, ça fait que c'est beaucoup de remises en question où tu dois justifier à chaque fois ou essayer de faire comprendre aux gens la science ou laisser parler la science et mettre un peu les émotions, ce genre de choses de côté. Donc c'est vraiment beaucoup de ce questionnement et ce scepticisme-là qui vient quand on parle de recherche dans la communauté noire. Merci Farah pour la question. Je suis Daméhan Tchelougou. À la suite des différentes interventions, je dirais un peu pareil. Et je voudrais saluer justement la maman de Nyanui et son intervention pour le premier panel qui a précédé. Je pense que ça résumait bien cette perception-là dans nos communautés. Et elle est mère, elle a une vision et d'une certaine manière, elle va l'imposer à son enfant selon ce qu'elle pense qui est bien pour le devenir, pour l'avenir de cet enfant. Maintenant, l'enfant a une autre perception qui a permis peut-être de tracer son chemin, mais grâce aussi à l'aide d'autres personnes en fait de la famille ou des fois externes à la famille. Donc, je vais résumer cette perception en disant que c'est vraiment influencé par le prisme en fait de ce que nous observons et de ce que nous découvrons. Et pour ma part, souvent c'est plus de l'ignorance, je dirais. L'ignorance parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Donc ça fait que c'est ça la perception collective. Et ensuite, ça influence beaucoup parce que surtout quand on parle de la recherche, ce n'est pas une profession libérale comme la plupart des professions. Donc c'est vraiment un peu comme nager à contre-courant et c'est très difficile par moment. Mais enfin, ce n'est même pas la perception des autres. Mais ce qu'elle a dit tantôt, Manuela, c'est que des fois, ça vient même nous questionner, nous amener nous-mêmes à nous remettre, à douter de ce que nous choisissons comme voie. Donc je vais m'arrêter là en disant que c'est vraiment une perception plus ou moins collective. Et dans nos communautés, pas que dans d'autres communautés, elle est des fois très biaisée par le vécu. Merci. Excellent. Donc, la deuxième question, on définit un allié comme étant une personne ne faisant pas partie d'un groupe marginalisé ou désavantagé, mais qui manifeste ou donne son soutien à ce groupe. Donc, pourriez-vous nommer une ou deux personnes qui ont été des alliés pour vous et qui vous ont aidé à progresser au niveau professionnel ou même lors de votre parcours académique? Bon. Désolé, je veux commencer. Pour mon cas, je vais commencer par le parcours académique. Bon, j'étais en Haïti comme en 5e année. J'ai rencontré comme l'équipe de Lionel Carman, qui était venu comme clinique d'épilepsie de Port-au-Prince. J'ai un intérêt en neurologie. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui était très avenant à aider comme toutes les personnes qui l'entouraient. C'était Alexander Vell. Il est actuellement neurochirurgien pédiatrique à Sainte-Justine. C'est grâce à lui que j'ai pu comme venir ici en 2018 pour faire des stages d'observation en neurochirurgie. Puis lui encore, il a fait des contacts pour que je revienne ici en 2019 parce qu'il a vu mon intérêt au CHUM. Et après, il a comme envoyé des emails pour m'orienter vers l'UDM, d'où j'ai bénéficié comme un externat en 2023 pour faire neurologie, neurochirurgie et orthopédie. Étant comme stagiaire en orthopédie, j'ai rencontré quelqu'un comme... Je lui ai montré mon intérêt en recherche, je lui ai montré comment je suis motivé à faire comme une étude ici, à avancer comme dans ce que j'aimais. C'est le docteur Zi Wang. Il est comme spine surgeon, chirurgien de la colonne. Et puis avec lui, j'ai dû bénéficier comme le stage d'été en recherche. Parmi tous les étudiants qui étaient là, bon, on a dû travailler 3-4 fois plus que les autres qui sont là, bon, pour des raisons que vous connaissez tous. Et c'est mon travail qui a été sorti, on a pu trouver, comme débuter un abstract parmi tous les étudiants.
Puis il a très accepté, puis il a très apprécié ceci. Puis il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse dans la maîtrise avec nous? Parce que tu es très fougueux, comme il a dit, il est un go-getter, comme il a dit que je suis. Puis c'est lui, Dr. Zhuang et Decision, c'est eux qui m'accompagnent maintenant dans le cadre de ma maîtrise. C'est ces 3 personnes-là que je veux remercier publiquement. C'est grâce à eux que je suis assis ici devant. Merci. Alors, quand on parle d'alliés, il y a tout de suite 2 personnes qui me viennent en tête. La première personne, c'est Dr. Nguyen, qui est chercheur ici, qui fait sa recherche. Il a une chaire de recherche en épilepsie. Il y a plus d'une dizaine d'années, quand je faisais mon baccalauréat, c'est la personne qui m'a initiée à la recherche, initiée à la neuroscience. Ça a été un allié, un mentor très important dans mon parcours académique et aussi dans mon parcours professionnel. La deuxième personne, c'est une pure québécoise qui, dans une expérience d'emploi dans un laboratoire d'analyse médicale il y a une dizaine d'années aussi, qui a été un allié dans ce sens que dans cette compagnie où je travaillais, il y a eu à un moment donné un poste de team leader qui a été ouvert. J'ai postulé pour le poste et j'ai obtenu le poste. C'est très bien, Manuela, mais l'autre côté de la facette, c'est de pouvoir faire face à des défis comme le fait que j'étais jeune, très jeune, autant en âge et qu'en expérience de travail dans la compagnie par rapport à mes collègues. Donc toi, la jeune, qui est team leader et qui doit dire aux autres qui sont plus vieux que toi, en âge et en expérience, quoi faire, ça choque. Puis le fait aussi qu'il y a plein d'autres personnes qu'on a embauchées dans la compagnie, donc des personnes qui, pour une raison ou une autre, c'est tout à fait personnel, ont aussi un défi avec le fait d'avoir une personne, une femme, et une personne noire. Ça, c'est vraiment le cocktail Molotov, qui te dit quoi faire. Donc elle, cette personne, ma gestionnaire québécoise, comme je disais, a été une très, très, très bonne alliée à ce niveau-là pour m'aider à naviguer à travers ce challenge-là en tant que jeune mini-gestionnaire, si je vais dire ça comme ça. Voilà. Parlant d'alliés, alors je pense qu'il y a vraiment, personnellement j'ai de la difficulté parce que il y en a plein. Tout le monde est presque comme des alliés pour moi, mais je vais nommer 3 points essentiels. D'abord, la communauté, l'environnement. Très jeune, je pense que j'étais très turbulent et mon énergie allait dans tous les sens. Donc la première personne qui me vient vraiment en tête, c'est ma maman, qui m'a une fois fait résonner le fait que cette énergie-là, tu peux vraiment la canaliser pour quelque chose de bien. C'était pour moi une première fois que quelqu'un croyait en moi et je crois que ça m'a beaucoup porté. Et il y a plein d'autres personnes. Ensuite, je nommerai un certain monsieur Komi Agbokou, qui est comme aujourd'hui un mentor motivationnel, qui m'a vraiment aidé, qui n'est pas du tout dans la recherche, mais qui m'a aidé davantage toujours à upgrade, à élever cet état d'esprit et à croire davantage en saisissant mes chances, créer des fois ses propres chances d'ailleurs. Et finalement, le dernier, pas le moindre, je vais parler de mon directeur de thèse actuel, le docteur Francis Rodier. Alors, je vais mettre l'emphase là-dessus parce que nos chemins se sont croisés, pas spécifiquement en tant qu'étudiant qui cherche un poste en recherche dans son labo. Il m'a tendu la main comme un conseiller avant tout. Et de fil en aiguille, finalement, on est arrivé ultimement sur ce point de travailler dans son labo. Donc pour moi, cette dimension humaine me marque et me donne davantage un renforcement de cette confiance qui a été déjà créée par les personnes que j'ai prénommées. Merci. Pour finir, moi je pense aussi également à 2 personnes. La première, c'est le professeur Laurent Guy. J'ai fait ma thèse en France, donc c'était le directeur de l'association d'urologues en France. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu faire ma thèse, savoir comment écrire des demandes de financement pour avoir des financements pour une thèse. Donc c'est vraiment lui qui m'a initié à la recherche et tout ce qui s'ensuit.
Puis la deuxième personne, ben, je ne vais pas parler en termes de recherche, mais plus sur le plan personnel. Au moment où, pour ma santé mentale et peut-être financière aussi, j'ai décidé au Québec de faire un virage, de retourner à l'école pour aller chercher un baccalauréat. Ben, ça a été mon amie et collègue Manuela, qui est dans le panel ici, qui a permis quand même que la conciliation travail, vie familiale, études puisse être moins difficile que ça aurait pu être pour moi au moment de cette réorientation de carrière. Donc voilà. Excellent, merci pour vos partages d'exemples d'alliés. Prochaine question. Quel a été le moment le plus important de votre carrière en recherche et quelle est votre plus grande réussite en recherche? Le moment le plus important en recherche, je dirais, ce serait ma première publication, donc le tout premier article que j'ai eu à rédiger. Pourquoi c'est un moment fort? C'est en fait, j'étais en initiation à la recherche, donc de voir en fait la contribution et les travaux auxquels j'ai contribué, que j'ai participé dans le laboratoire et de voir ça écrit sur papier, c'était quelque chose d'assez important, de savoir que toutes ces contributions importantes-là qui ont été faites dans un projet, ça va au-delà des 4 murs et c'est vraiment mis là dehors pour la connaissance du grand public et des autres scientifiques en général. Mon plus grand succès en recherche, je dirais, des 3 dernières années, ça a été en fait, présentement, j'occupe un poste de coordonnatrice de recherche clinique. Et dans le cadre de mes responsabilités, pour un des projets de recherche dont j'ai la charge, je créais des partenariats. Donc, je faisais le pont, en fait, parce que nos projets de recherche se réalisaient avec la communauté. Donc, de pouvoir faire des rencontres avec des personnes qui sont initiées ou non initiées à la recherche et de savoir vulgariser ces projets de recherche-là pour les amener à participer. Je pense que ça, c'est ma plus grande réussite des 3 dernières années parce qu'on a quand même réussi à travers le projet d'avoir près de 8 partenaires à travers le Québec et ailleurs au Canada. Voilà. Merci beaucoup. Et pour moi, le moment le plus important, encore une fois, je valorise beaucoup les connexions humaines en fait. Donc je dirais que c'est la somme de ces connexions-là qui me permettent de suivre mon cheminement jusqu'à présent. Je peux nommer en l'occurrence d'abord mon diplôme d'ingénieur. À la base, je parle il y a à peu près 13 ans maintenant, quand je passais mon diplôme d'ingénieur. Et après mon mémoire, je ne connaissais rien à la recherche. Donc c'est vraiment mon entrée où mon directeur de mémoire me dit que ce mémoire peut être transformé en un article. Et en moins d'1 mois, le mémoire était déjà rendu sous forme d'article qui devait être publié. Je ne comprenais absolument rien. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Donc pour moi, c'était le passage comme de l'ombre à la lumière. C'est vraiment comme ça que je l'ai senti et je l'ai vécu. Et c'est un moment quand même assez décisif. Et parler de grande victoire sans être quelqu'un qui manque de reconnaissance ou qui... Je suis très... Comment on dit ça? Je savoure et je vis dans le contentement. Mais j'ai peur que la plus grande victoire n'arrive presque jamais pour moi parce que c'est tout le processus, tout le parcours que je savoure en soi. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a déjà une plus grande victoire. Je la vois comme du work in progress, du travail qui va continuer. C'est ça la plus grande victoire. Mais elle épouse cette idée de monsieur Fanon, Frantz Fanon, qui disait qu'à chaque génération de découvrir sa mission et ensuite de décider de l'accomplir ou de la trahir. Donc, je crois plus que dans l'accomplissement de notre mission collective, ça serait ma plus grande victoire. Merci. Farah, c'était quoi déjà la question? Le plus important moment, c'est ça?
Oui, la question, quel a été le moment le plus important de votre carrière en recherche et quelle est votre plus grande réussite en recherche? OK, plus important moment, je pense que je vais aller un peu comme ma collègue Manuela. Ça a été vraiment de se dire, ouf, ma première publication en tant que premier auteur. Je me suis dit, OK, ça valait le coup. Les sacrifices des parents valaient le coup. Mes années d'étudiante en France, les galères valaient le coup, enfin. Donc ça a été vraiment un moment qui m'a vraiment marqué. La plus grande réussite, je pense que Farah, on va s'en parler dans 5 ans. Quand je serai assise ici, pas en tant qu'infirmière clinicienne, mais peut-être en tant que chercheur principal. Donc rendez-vous. Ok. Pour mon cas, c'est comme toute personne qui fait la recherche, c'est d'avoir un papier. Mais c'est le premier papier que j'ai pu travailler dessus avec des collègues. J'ai comme un intérêt aussi en chirurgie globale. J'ai parlé de ce papier d'une situation qui se développait chez nous. C'est une spécialité qui est très négligée, c'est la neurochirurgie. Comme pour l'histoire, là, il y avait 5 neurochirurgiens pour 11 millions d'habitants, 2 travaillaient plus, il y avait 3. Et j'ai écrit le papier et puis ça a été publié, j'étais comme premier auteur. C'est la première chose qui était comme importante pour moi. La deuxième chose, c'est quand je suis arrivé ici et entré en maîtrise, là, je peux dire que je veux voir la recherche comme une carrière associée. Et si les processus d'équivalence que j'ai fait comme pour travailler ici comme médecin, être clinicien chercheur, c'est ça comme qui sera la grande réussite. Mais comme petite réussite que j'ai considérée comme grande avant, comme le papier que j'ai fait là, je l'ai présenté comme le Congress of Neurosurgical Society, comme aux États-Unis. Puis c'est à ce moment que personne ne savait pas ce qui se passait en Haïti. Comment ça, 4 chirurgiens pour 11 millions d'habitants? Et si on a un trauma crânien? Et les gens qui ont un AVC, comment? Comme moi, j'essayais d'expliquer à plein de spécialistes, comme personne, j'étais encore étudiant, plein de spécialistes à des chirurgiens comment était l'état des lieux. Et autre chose, c'est mon travail de thèse, c'est sur la prise en charge de l'hydrocéphalie. Il y a un seul centre qui fait ça chez nous, par un seul neurochirurgien, malheureusement. Et je l'ai présenté cette année à Toronto. Puis comme j'ai failli pleurer parce que il y avait tellement de personnes qui venaient me toucher là pour me dire comment on fait pour essayer de répondre comme ça leur tenait à cœur, qu'est-ce qu'ils peuvent faire j'ai mis en contact avec certaines personnes là-bas. Et ça aussi, je pense que ça a été comme une réussite pour moi. Merci. Parfait. Donc, 4e question. Quel est l'héritage que vous avez reçu des personnes noires en recherche avant vous? Et quel héritage laisserez-vous aux personnes noires qui viendront après vous en recherche? Alors, quel héritage j'ai reçu et qu'est-ce que j'aimerais laisser? Alors là, la question est très spécifique des personnes noires en recherche. Faut-il d'abord encore définir c'est quoi une personne noire en recherche? Mais je vais passer là-dessus. Spécifiquement, je pense que le mentorat a joué et continue de jouer un rôle décisif en fait je dirais dans ce cheminement d'apprenti-chercheur. C'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que je le vois. Donc, je vais nommer par exemple un certain docteur Bolni Marus Nagalo, qui est chercheur aujourd'hui, qui a une grande chaire de recherche aux États-Unis, je vais le dire ainsi. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup transmis cette envie-là d'avoir envie. L'envie d'avoir envie d'essayer, pourquoi pas, pour dire que même si je ne vois pas forcément de la représentativité, si je ne m'identifie pas beaucoup, mais de croire que c'est encore possible d'essayer. Et donc, ce que j'ai vraiment reçu comme héritage, je crois à la force de la collectivité, de la communauté. Donc, ça fait que c'est cette envie d'essayer. Et j'ai nommé juste Marus Nagalo. Mais c'est la même chose que j'aimerais transmettre parce qu'on dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et j'ai beaucoup reçu du mentorat et c'est ce que j'aimerais surtout transmettre et avoir la main tendue et pouvoir dire
à nous aujourd'hui et à ceux qui viendront après que c'est bien possible de prendre des risques et d'oser. C'est René Char qui le disait, créer ses propres chances à un moment donné. Donc, forcer la chance s'il le faut, mais quand même essayer. C'est vraiment ce que j'aimerais transmettre. Merci. Excellent. L'héritage reçu. Je pense que je le découvre. Je découvre parce que je suis tombée par hasard en recherche que pas mal d'inventions ont été faites par des Noirs, des inventions qui nous facilitent la vie aujourd'hui. Et je vois par quoi, dans le temps, ils sont passés, par quel challenge et tout. Et en termes d'héritage, c'est ce que j'aimerais laisser aux plus jeunes, d'aller creuser, d'être curieux, d'oser. Parce que plus vous allez lire, plus vous allez chercher sur les connaissances, vous allez voir que le domaine de la recherche, ce n'est pas un domaine si étranger que ça. Les serviettes hygiéniques ont été inventées par une femme noire, la lampe électrique. Plein d'autres choses qui nous facilitent la vie aujourd'hui sont des inventions noires. Donc, c'est votre domaine aussi. Vous n'êtes pas à la traîne là, c'est votre domaine. Prenez votre place. Merci. Bon. Moi, comme héritage comme personnel de la part de quelqu'un, est-ce que je l'ai reçu? Je peux dire non. Mais pour l'histoire, il y a, comme ma collègue l'a dit, il y a plein d'héritages qui y sont déjà. Mais comme pour mon entourage personnel, pour les personnes qui me connaissent, comme l'héritage que j'aimerais laisser, c'est comme si lui, Edison, a pu le faire, moi je peux le faire aussi. J'aimerais être la motivation des gens qui disent comme, s'il a pu y arriver, ils savent où je sors, là, d'où je viens, s'il a pu le faire, je peux le faire aussi. Et là déjà, j'ai commencé à faire des compagnons, des collègues de moi. Il y a une qui est en première session, il y a d'autres qui se sont inscrits aussi, qui ont déjà en tête d'aller en recherche et aussi comme perpétuer cette culture-là. Au moins, quand j'irai à une conférence, comme, surtout locale, je ne serai pas la seule personne à prendre le micro devant avec cette couleur-là pour parler du papier. Il y aura au moins 10, 15, 20 personnes là, et là, je serai encore bien ému. C'est ça. L'héritage, moi je dirais que je n'ai pas eu d'héritage, mais je n'ai pas eu d'héritage dans le sens où j'ai pas de figure de recherche. Quand on discutait tantôt, on a une tante ou un oncle ou un frère ou une sœur qui est infirmière ou médecin. Donc il n'y a pas quelqu'un qui faisait de la recherche dans mon entourage qui m'a guidée vers la recherche. La recherche, je l'ai découverte moi-même, en me découvrant moi-même professionnellement. Donc, je n'ai pas eu cet héritage-là. Mais quel héritage j'aimerais laisser, c'est justement cette connaissance et cet intérêt pour la recherche. Et je pense que ça passe déjà aussi par vulgariser la recherche ou susciter cet intérêt-là et discuter de recherche autour de nous, dans notre entourage, avec nos proches. Ça me fait penser... l'année dernière, par exemple, où je parlais avec un membre de ma famille qui faisait des études en médecine à l'extérieur du Canada, à qui j'incitais justement, en dehors de porter un chapeau de clinicien, il y a aussi le domaine de la recherche, et c'est la recherche aussi qui permet d'informer les soins de santé ou la façon dont on est soigné, ou le fait qu'il y a certaines pathologies pour un clinicien qui doit faire attention dans son diagnostic, parce que la pathologie ne va peut-être pas se manifester de la même façon chez une personne caucasienne versus une personne noire ou versus une personne asiatique. Donc plus il y a de personnes aussi de la communauté qui sont intéressées à la recherche, mieux c'est pour nous tous en fait, pour tout le monde. Excellent. Donc, je ne sais pas si parmi vous, vous suivez les médias sociaux. Il y a une tendance depuis quelque temps qu'on pourrait traduire comme étant je vais prendre un café avec la version plus jeune de moi-même. Donc, la question que j'ai pour le panel, si vous pouviez retourner en arrière, quel conseil donneriez-vous à la version plus jeune de vous-même? Ose. Continue à oser. Rêve.
rêve plus grand. Ne laisse pas le rejet, à un moment donné de la carrière professionnelle, te faire douter de ta compétence et de ton expertise. Tous les chemins mènent à Rome. Si tu as tracé celui A pour entrer en recherche, il y aura un B, il y aura un C, il y aura un D ou un Z qui t'amènera en recherche. Donc, ose, ose, ose. Continue. Cocotte. Excellent. Bon, pour mon cas, je pense que tout le monde va dire oser. Et c'est comme n'attends pas le perfect timing, ça n'existe pas. Et aussi, arrêtez de procrastiner, attendre le dernier moment de te lancer. Ça arrive que tu te lances en retard et tu développes des regrets. C'est continuer à avancer, mais quand tu ne vois pas, c'est augmenter la confiance en soi et aussi oser, comme ma collègue l'a dit, et ne cesse pas de rêver. Sky is the limit. Je pense que quand vous sortirez de cette conférence, le mot « oser » va vous rester dans le cerveau. Mais au-delà d'oser aussi, je dirais aller à la poursuite de ses intérêts, dans le sens où si tu es intéressé par quelque chose, fonce, vas-y, fais-le. Même si tu as des doutes, fais-le, parce que c'est en faisant ou en expérimentant des choses qu'on découvre ce qu'on aime, mais surtout qu'on découvre aussi ce qu'on n'aime pas. Donc oui, aller vers ses intérêts, puis garder aussi une ouverture d'esprit, parce que la recherche, de toute façon, tu poses une hypothèse, puis tu ne sais pas dans quel sens, dans quelle direction ça va te guider. Donc d'avoir cette ouverture d'esprit-là et de vraiment poursuivre ses intérêts. Quand tu fais un programme où tu étudies à l'école et que tu as l'opportunité de faire un stage, saisis-la, parce que je trouve assez stupide quand même que pour un étudiant qui est dans un programme où tu as la possibilité de faire un stage, mais que tu ne saisis pas ces occasions-là, parce que ces stages-là vont t'apprendre quelque chose, que ce soit positif ou négatif, mais ça va t'apprendre quelque chose qui va permettre de te bâtir, que ce soit en tant que personne ou dans ta carrière. Voilà. Quoi qu'il soit difficile de retourner dans le passé, je dirais que si j'avais ce privilège de discuter avec la version plus jeune de moi, il y a tellement de choses que j'ai envie de me dire, mais d'abord partir du questionnement. Et Aimé Césaire disait, c'est quoi une vie d'homme? Il a donné sa définition en disant que c'est le combat entre la lumière et l'obscurité. Il a enchaîné plein d'idées, mais juste se donner le privilège de se questionner. Pour moi, c'est vraiment ce que je dirais, d'être vraiment curieux sur le pourquoi et le comment de tout. J'épouse l'idée du doute, en fait. J'aime beaucoup douter, je préfère, ça me donne un certain équilibre dans la vie, mais d'être du côté illuminé du doute, pas de son côté obscur. Donc c'est vraiment d'abord questionner, le questionnement, comme un peu Césaire. Ensuite, rêver, comme les autres le disent, oser, pour moi c'est rêver et se donner le temps de s'asseoir, d'écrire, encore une fois, ses rêves. D'avoir ensuite un plan d'action. Et une fois que tout ça là est fait, rejoindre René Char en disant il faut s'imposer sa chance et aller vers son risque. Parce que ce n'est jamais acquis le chemin vers l'accomplissement de nos rêves les plus fous. C'est porté comme un risque, mais imposons-nous les chances et allons vers le risque. C'est ce qu'une certaine marque dit, just do it. Mais pour moi, avant juste d'agir, il faut passer par l'étape de se questionner, d'avoir un plan, quelque chose de structuré. Une fois que toutes les conditions sont réunies, il n'y a plus rien à faire, il faut juste passer à l'action. Merci. Donc, merci beaucoup aux membres du panel d'avoir répondu à mes questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens dans l'auditoire qui ont des questions ou des gens en ligne qui ont des questions. Je vous invite à applaudir quand même le panel.
Oprah qui s'est déplacée justement à Montréal pour l'occasion. À vous la parole, c'est très riche ce qu'on nous a partagé comme parcours, mais c'est toujours un rendez-vous du donner, du recevoir. Donc ça nous intéresserait d'écouter votre feedback et aussi peut-être de rajouter de l'eau au moulin. C'est permis aujourd'hui. Partager un peu votre parcours, partager un peu votre expérience, partager un peu l'écho que ce qui est partagé par nos panélistes et puis par notre animatrice fait dans votre quotidien. J'aimerais ça donner la parole aux gens, vous savez. Oui, ok, ma maman prend l'initiative. Elle est habillée en scout, je précise, parce que c'est la semaine mondiale du scoutisme. Elle est scout jusqu'au bout, vous l'auriez remarqué. Scout au Togo, scout au Canada. Bonjour à tout le monde. Le micro, maman. Bonjour à tout le monde. Et merci pour les conférenciers. Et merci de m'avoir donné la parole. Et moi, je pense qu'on fait la recherche, mais comme ce n'est pas intégré dans nos programmes gouvernementaux, on ne sait même pas qu'on fait la recherche. Je vais donner mon propre exemple. Il y a, Maman, le micro. Je suis présidente d'une ONG qui s'appelle Promotion humaine et santé publique. Mais je suis infirmière diplômée d'État à la retraite depuis 2004. Bon. Dans le cadre de cette ONG, on a voulu construire un WC dans une localité. Bon, donc, on n'a pas associé la communauté de base. On a remarqué qu'il ne défait que dans la nature. Et on est parti, on a cherché du financement, on est parti, on a construit le WC. Mais les gens se lèvent, ils balayent autour du WC. Personne ne défait que dans le WC. Mais il y a quoi? Il y a quoi? On a fait la recherche pour savoir qu'est-ce qui fait que les gens ne défèquent pas dans le WC. Et qu'est-ce qu'on a appris? Ils disent que non, nous, on ne s'est jamais couché dans une case cimentée et construite avec des briques. Et maintenant, nous, on se couche dans des cases construites à terre de bar et couvertes par des pailles. Et maintenant, on donne la priorité à nos cacas, excusez-moi le terme, à nos cacas, plus que nous. On va faire le caca dans le WC cimenté et nous, on va aller se coucher dans les cases traditionnelles, que ce n'est pas normal. Bon, deuxième expérience, c'est à propos de l'allaitement maternel exclusif. On est parti chez les Peuls, puisque eux, ils donnent le lait de vache dès la naissance à leurs enfants, parce qu'ils en ont à disposition. Et on est parti là-bas pour les sensibiliser, pour pouvoir donner l'allaitement maternel exclusif. Arrivé là-bas, on a commencé la sensibilisation, on a commencé à parler des bienfaits de l'allaitement maternel exclusif et on a dit que bon, ça fait donner l'embonpoint aux enfants. Les enfants sont intelligents. Quand nous avons dit embonpoint, les enfants sont bien dodus. Quand on a parlé de ça, tout le monde a pris leurs chaises et a pris les chaises. Ils nous ont quittés, ils nous ont laissés. Mais on a demandé au chef, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on a fait d'autres recherches et on a compris ils disent que non, que chez eux, les enfants doivent être petits, sveltes, pour pouvoir courir et aller à la recherche des bœufs. Maintenant, nous venons dire que les enfants doivent être gros, que ça, ce n'est pas une bonne information. Et c'est pourquoi ils nous ont quittés. Ça, c'est la deuxième recherche, je peux dire. Troisième maintenant, c'est dans le cadre de VIH-Sida. Il y a le Lévira et le Sorora chez nous, dans notre communauté. Le Lévira, c'est quand ton mari est décédé, tu épouses
le petit frère de ton mari. C'est dans leur tradition. Donc, celui-ci est mort de VIH-Sida. Sa femme est porteuse sainte et elle a épousé le petit frère qui avait déjà 5 femmes avec beaucoup d'enfants. Et toutes les femmes ont été contaminées et sont mortes. Il restait le mari. Donc quand j'ai appris ça là, j'ai dit bon, on va aller faire une sensibilisation là-bas. Mais comment faire pour préserver les acquis des us et coutumes? Sinon, ils vont refuser de nous écouter. Donc on a trouvé qu'il faut faire une grande mobilisation sociale par la campagne de sensibilisation couplée de tournois de football et de jeux, de concours de danse folklorique. Comme ça va drainer une grande population pour qu'on puisse faire la campagne. Et c'est ça qu'on a fait pour la stigmatisation, pour le mariage. Avant de faire le mariage, il faut faire le dépistage précoce. Et avant de faire le mariage aussi, et avant de faire les traitements, il faut leur donner des conseils appropriés pour faire un traitement suivi. Donc, il faut maintenant, comment faire passer le message? Si on s'en va, on parle le français et on traduit, ils ne seront pas vraiment impliqués. Donc, nous avons choisi dans chaque communauté des pères éducateurs que nous avons formés et qui ont fait passer le message par des sketchs dans leur langue. Et ça a donné un résultat vraiment efficace. Je peux dire que j'ai fait des recherches. Mais Effectivement. merci. Merci. Merci pour le partage. Effectivement, ça nous ramène, comme vous l'avez bien partagé, à la notion de représentativité. Parce que si on a des chercheurs noirs issus des communautés qui sont au courant des us et coutumes, tout ce que vous avez partagé maintenant passe mieux que d'avoir des gens issus d'autres communautés qui viennent pour parler des choses dont ils ne sont pas au courant, qui imposent des techniques ou des tentatives de persuasion qui ne sont pas dans nos us et coutumes. Merci, maman, pour le partage. Et je peux juste rapidement faire un pont avec, par exemple, on entend souvent parler, ou de plus en plus, des Premières Nations, des Autochtones. C'est un peu, des fois, les mêmes problématiques. Je discutais avec une enseignante d'un cégep et elles ont constaté des problèmes. C'est que les jeunes qui quittent les milieux autochtones et tout, qui viennent, ils ont vraiment du mal à s'intégrer ou bien en tout cas à se fondre dans la masse. Ils n'arrivent pas à beaucoup s'identifier et il y avait plein de problématiques en fait qu'elles ont touchées du doigt. Maintenant, ils étaient en train de trouver des solutions pour ces problèmes-là. Elles cherchent à trouver des solutions. Et quand elle me l'a partagé, c'était le seul point. Moi, je ne comprends rien dans l'enseignement et tout, mais je me suis dit que je trouve votre approche très excellente, sauf que dans l'équipe qui veut aller solutionner ça, personne ne ressemble à ces jeunes-là. Je pense que ça pourrait poser problème. Vous avez la science, le savoir de comment adresser le problème, mais vous ne trouvez pas la voie d'accès. Il y a ce qu'on appelle les peacemakers. Des fois, il y a des gens qui sont comme la porte d'accès au cœur à des communautés. La personne peut être là et ne rien faire et ne rien dire. Juste par sa présence, ça fait que les jeunes seront plus audibles, ils vont plus écouter le message qu'on porte parce qu'ils s'identifient. Donc je pense que c'est un peu les mêmes problématiques d'une manière ou d'une autre des fois dans certains de vos vécus. On veut résoudre un problème, on n'utilise que la science, mais la science seule des fois, elle n'est pas tout. Merci en tout cas pour ce partage. Excellent. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont des questions ou veulent partager quelque chose avec nous? Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui.
Alors, tout d'abord, je veux vous remercier là, pour votre participation aujourd'hui. C'est des échanges qui sont riches. On a besoin d'entendre parler de vos expériences, de vos vécus. Alors, donc, je profite de l'occasion pour vous remercier. Je suis Karine Enfield, je suis la conseillère EDI du côté du CHUM. J'ai la chance de travailler avec Yann Nui, avec Farah. Donc, je souhaite vous remercier pour votre implication. La question, moi, que j'ai envie de vous poser, je vous entendais parler du courage que ça prend. Vous avez parlé d'alliés qui sont importants aussi. D'autres ont évoqué le stage. Moi, j'ai envie de vous entendre. Comment on peut vous soutenir comme organisation? C'est bien on a besoin de notre dose de courage personnel, mais comme organisation, nous qui représentons la gestion CHUM, CR-CHUM, comment on peut vous soutenir dans votre travail au quotidien? Qui veut commencer? Je vais essayer de répondre de façon naïve, mais je pense que juste l'approche de dire comment, en soi, ça regorge des solutions. S'il y a cette approche de façon intentionnelle, d'aller vers, d'aborder le problème, évidemment sans aucune condescendance, il ne faut pas qu'on se voie la face. Je ne veux pas un Superman ou bien un Captain America qui vienne résoudre mes problèmes en fait. Je veux participer à la résolution de mes problèmes parce que une partie de la solution se retrouve en moi. Donc comme institution, je pense qu'il y a des politiques et il y a aussi des espaces concrets et des fois il y a des actions qu'on pose de façon intentionnelle. Je veux surtout rester là-dessus parce que quand on parle de, par exemple, je ne suis pas un adepte de racisme de façon sphérique, mais quand on parle de racisme systémique, c'est un fait. Et je pense que c'est le manque d'intentionnalité des fois. Ce n'est pas forcément une volonté absolue, mais il y a aussi le manque d'intentionnalité qui crée et qui entretient cet état de choses. Donc, de façon intentionnelle, il y a des actions, je pense, qu'on peut poser à travers des démarches, à travers des questions et associer des personnes qu'on pense qu'ils sont touchés par le problème. Et ensemble, parce que s'il y a 5 personnes, 10 personnes qui ne me ressemblent pas, qui ne savent pas au fond qu'est-ce que je vis, et qui font des séances de rencontres pour trouver des solutions à mes problèmes, il y a une petite partie qui pourrait me blesser sans qu'ils le veuillent en fait. Je pense que le comment en tant qu'institution, c'est vraiment de façon intentionnelle poser des actions et je laisse la place aux spécialistes. Moi, de mon côté, je ne suis pas en recherche, je suis en ressources humaines, mais je dirais d'écouter, de poser des questions, de ne pas avoir peur d'avoir certaines conversations avec les personnes racisées, d'être au courant aussi de ce qui se passe dans notre environnement et les choses aussi qui se passent à travers le monde, ça nous affecte aussi. Par exemple, la situation sociopolitique en Haïti. Pour certaines personnes, c'est le conflit dans le Moyen-Orient. D'autres personnes, c'est ce qui se passe présentement aux États-Unis. Moi, j'ai beaucoup de familles aux États-Unis. Je vis ici, donc ce n'est pas ma réalité, mais ça les affecte, donc ça m'affecte moi. Donc, c'est ça, de faire preuve d'écoute et d'ouverture d'esprit. Je vais dire comme Farah, de faire preuve d'écoute et puis de faire, un examen de conscience dans mon équipe, dans mon institution. Combien de personnes diplômantes j'ai? C'est quoi les postes qu'ils occupent? Je suis désolée, mais si j'ai par exemple une trentaine d'employés qui ont un PhD, mais qui ont des postes à la maîtrise, ou d'étudiants, ou je ne sais pas quoi, c'est de se poser la question, est-ce qu'ils ont ces postes-là parce qu'ils ne sont pas compétents, parce qu'ils n'ont pas l'expertise, ou parce que les opportunités au sein de l'institution ne leur sont pas présentées de façon équivalente que les personnes de couleur blanche? Bon, moi, je pourrais dire, comment on pourrait trouver un moyen de valoriser ce qu'on a acquis avant de venir ici. C'est comme
que ça ne soit pas comme une barrière et ça aussi, comment vous pouvez l'utiliser afin qu'on s'implique. Et aussi avoir un espace où on peut dire, en ligne, là, anonymement, des choses qui nous arrivent comme personnes noires, ce qu'on a vécu. Et aussi, ne laisse pas partir les gens qui sont brillants. C'est comme avoir plus de postes là. Si la personne a fini, au moins proposer à la personne qu'il reste, au lieu comme que la personne sait déjà qu'il va chercher ailleurs, vu qu'il sait que sa place peut ne pas être ici. Au moins avoir plus de place pour nous, pas seulement nous comme nous, là, tout le monde qui étudie. Moi, je connais des gens qui ont étudié ici avec des patrons qui travaillent à McGill. Ils étaient brillants. Ils pourraient s'impliquer ici aussi. C'est ce que je pourrais dire. C'est une grande question. Il peut y avoir plusieurs façons de procéder. La chose peut-être deux choses qui me viennent à l'esprit, ce serait peut-être, je vois souvent passer, il y a beaucoup de conférences ou des ateliers, des trucs super intéressants dans le comité des étudiants, postdoctorants, stagiaires, ce genre de choses. Et c'est dommage, je trouve, qu'il n'y ait pas un équivalent ou des choses similaires pour des personnes qui ne sont pas étudiants, justement. Parce que je pense que tout le monde qui est ici, forcément, il y a déjà un intérêt pour la recherche. Mais comme disait Edison, pardonnez ma voix, ça va, ça part. Comme disait Edison, chacun a un bagage. Donc de prendre le temps, même si la personne n'est pas étudiante ici, mais que son bagage peut faire d'elle demain peut-être un chercheur. Mais est-ce que quelque part, en tant qu'institution, on s'est intéressé à cette personne-là aussi? Je pense que des ateliers comme ça qui permettent aux employés ou aux non-stagiaires, non-étudiants de comprendre et de découvrir c'est quoi être un chercheur au centre de recherche du CHUM. Si je parle pour moi particulièrement, je n'ai pas l'ambition d'être chercheur, mais je me dis toujours, même si je voulais être chercheur, la première chose pardon, je n'ai pas le mot en français, qui me freak out, c'est vraiment, est-ce que j'ai vraiment la patience et le temps de m'asseoir pour écrire des demandes de subvention, parce qu'il faut se l'avouer, la recherche, c'est beaucoup, si tu n'as pas de subvention, tu n'as pas de recherche. Mais peut-être que c'est aussi autre chose. Peut-être qu'il y a d'autres façons de pouvoir faire de la recherche en dehors de cet aspect subvention, mais moi particulièrement, je ne le sais pas. Donc si quelqu'un d'autre qui peut-être aurait une ambition d'être chercheur, mais si la personne ne le sait pas non plus, mais que c'est peut-être une information qui est partagée auprès des étudiants, ce genre de choses, parce qu'on voit l'étudiant qui va cheminer ou déboucher vers un chercheur, mais il y a aussi des employés qui travaillent au centre de recherche du CHUM qui peuvent aussi avoir un chapeau de chercheur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, je pense beaucoup, et je crois que c'est quelque chose que l'organisation a commencé à faire, quand on parle beaucoup de représentativité, donc d'aller dans des écoles ou d'accueillir des jeunes dans les écoles qui viennent faire de l'immersion une journée, 2 journées, une semaine, peu importe, dans différentes équipes de recherche, parce qu'il y a autant de chercheurs que de projets de recherche dans cette grosse institution. Donc, ces jeunes-là, en fait, peuvent voir autant de la recherche fondamentale que de la recherche clinique, que de la recherche transactionnelle. Donc, toutes ces différentes facettes de la recherche, de pouvoir les initier à ça. Puis même s'il n'y a pas de représentativité à 100%, mais ça peut faire d'eux justement de voir que ton chercheur est peut-être quelqu'un qui est caucasien, mais il a plein d'employés super compétents qui sont peut-être de la communauté noire. J'aimerais moi aussi pouvoir travailler en recherche, mais être comme cette personne caucasienne-là qui est chercheur. Donc je pense que ça passe aussi par là. Donc ça peut être peut-être
des journaux, des activités, parce qu'on est plein d'employés qui ont des familles, donc ça peut être une journée où chacun de nous ramène son ou ses enfants pour découvrir, c'est vraiment journée famille, si je peux dire ça comme ça, pour découvrir de différents labos de recherche, qu'est-ce qui se fait. On ne va pas dire qu'on va faire de tous ces enfants-là des scientifiques, mais parce qu'ils ont vu, donc ils vont savoir que ça existe. Et ils vont en parler aussi autour d'eux que ça existe. Donc, il va y avoir forcément là-dedans, ce bouche à oreille, là, il va y avoir forcément là-dedans plusieurs personnes, même s'ils ne sont pas des chercheurs, mais qui vont s'intéresser à la recherche et qui vont se diriger vers la recherche. Donc, je pense que ça peut être des avenues. Super. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne ou dans la salle? Il y a une question en ligne. Ah, ok, on va aller voir. Si la personne peut prendre la parole, le temps que je prenne mon ordi. Peut-être en attendant de trouver la question, je peux d'ailleurs partager une petite histoire. Juste quand je parlais d'actions spécifiques, par exemple, j'ai déjà eu une discussion avec une collègue que j'affectionne beaucoup, mais on était à un congrès, ici même au CHUM, et à la sortie du congrès, dans nos nombreuses discussions, il y a une question qui est revenue. Comment j'explique le fait qu'il y a plus d'hommes que de femmes chercheurs principaux? C'est-à-dire les PI, on veut parler des PI, et sa question c'était, est-ce que ça ne me dérange pas que parmi les chercheurs principaux, qu'on ait plus d'hommes que de femmes? C'était une question vraie, liée au fait. Mais en moi, ce n'est pas du tout ce que j'entendais. Parce que on parlait de chercheurs principaux, il y en avait 24, et je pense 13 étaient des hommes, et 11 étaient femmes, quelque chose comme ça. Et elle, ça la choquait. Mais en fait, moi, je regardais, tu as 11 chances sur 24 d'être parmi. Moi, j'en avais 0. Donc, je n'ai pas vraiment pu répondre de façon objective à cette question-là, parce que c'est comme, ça dépend, c'est ça que j'appelle des actions intentionnelles. Parce que aborder la question comme ça peut résoudre un problème. Mais moi, je n'ai aucune chance, en fait, dans l'approche même de solution, parce qu'elle veut équilibrer. Elle veut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Mais en fait, moi, je regarde, j'ai 0% de chance d'être parmi ce truc qu'elle décrit. Merci. Peut-être Nyanu a déjà trouvé. Oui, merci Damien. J'ai la question, elle nous vient de notre ami le Fabson, celui qui est le président du Québec inclusif. Hein. On a actuellement 2 belles ententes avec le Québec inclusif pour des projets de recherche. Voici sa question. Comme vous le savez, pendant longtemps, les chercheurs travaillaient dans leur tour d'ivoire pour produire des connaissances. Avec la société du savoir, on rentre dans une nouvelle époque où la recherche peut être plus collaborative et on peut aller jusqu'à co-construire le savoir. Quelle est votre position par rapport à cette innovation? Êtes-vous plus confortable dans le mode top-down, science mode 1, ou dans le modèle collaboratif ou participatif qui vise le changement de pratique? Merci beaucoup pour la question. C'est une super belle question. J'aime le participatif. Dans le cadre d'un des projets que je fais, par exemple, c'est un projet qui se fait entièrement dans la communauté. Puis ça fait un peu le parallèle avec ce que Daméran disait.
avec des personnes autochtones. Tu ne peux pas dire, ou comme maman disait, vous me pardonnerez l'expression, dans la communauté noire, une dame d'un certain âge, ce n'est pas une madame, c'est une maman. Donc, quand maman disait le fait que comment faire comprendre à des gens de pourquoi ils n'utilisent pas le WC ou de pouvoir utiliser l'allaitement, pratiquer l'allaitement maternel. Pardon, la recherche participative, ça aide à ça. Donc, de pouvoir, oui, il y a la science, que la science dit, mais il y a une différence entre... C'est quelqu'un qui a son micro sur Zoom. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. Donc, c'est bien beau sur papier, la façon de faire, mais est-ce que cette façon de faire là est adaptée aux us et aux coutumes et aux réalités de la communauté à qui elle est adressée? Donc, clairement, pour moi, la réponse est oui, le participatif. Rester dans sa tour d'ivoire, on ne voit rien, on ne comprend rien, on ne sait rien. Donc, ce n'est pas ça qui va nous aider en tant que chercheurs à avancer. Il faut aller toucher du doigt, en fait, le problème, vivre le problème. Je ne sais pas si ça se fait, mais je pense que... je crois que ça se fait probablement, mais je crois que c'est une belle chose, par exemple, pour un chercheur qui pense à un projet, qui veut mettre en place un projet, avant même de penser à une demande de subvention aux IRSC, FRQS, peu importe, d'aller sur le terrain. Tu veux faire un projet, je ne sais pas moi, qui s'intéresse à l'eczéma ou n'importe quelle maladie de la peau dans la communauté noire, ben, tu vas faire une immersion auprès de cette communauté-là pour comprendre la réalité et tout. Ça va te permettre aussi à toi d'enrichir ta méthodologie, tes façons de faire, etc. Donc oui, je suis vraiment pro-participatif. Merci. Également participatif. Parce que, juste pour ajouter à ce que Manuela a dit, au-delà de se dire que je vais juste faire une recherche, trouver une solution et apporter la solution sur un plateau d'argent, peut-être que la solution se trouve déjà avec cette communauté-là. Manuela parlait par exemple de pathologie. Il y a des pathologies, si je prends l'exemple de l'Afrique, il y a certaines pathologies qui se traitent de façon médicinale, qui se traitent très très bien. Donc, si on vient avec plein de pilules ou d'autres choses qu'on impose, bien sûr qu'il n'y aura pas l'adhérence à cette médication. Ce serait vraiment participatif d'aller voir okay, comment est-ce qu'ils comprennent cette pathologie-là, comment est-ce qu'ils la traitent, qu'est-ce qu'ils utilisent d'abord. Donc, il faut vraiment... Et puis, écoutez, on est à l'heure de la mondialisation. Rester dans sa tour d'ivoire, c'est se priver au soi aussi de connaissances. Donc... quelqu'un qui reste dans sa tour d'ivoire aujourd'hui en tant que chercheur, je ne vois pas très bien comment il ou elle va pouvoir publier, avoir accès à des connaissances, avoir accès à un réseau de partage de contacts et tout ce qui va avec la recherche, avec le savoir et avec les publications, ne serait-ce que aussi avec les demandes de financement et autres. Pour mon cas aussi, je prends comme l'aspect participatif. Mais si on n'y participe pas, on sera comme plus superficiel. Il y a des réalités qu'on ne va pas connaître si on reste sur le papier. Avec la distance, si on va sur le terrain, comme moi, l'expérience que j'ai, comme on parle toujours comme diabète, hypertension, dans le cadre de travail que j'effectue en fin d'année, comme sur une zone comme la superficie de l'université. Il y a des aînés avant nous qui ont fait le travail, ils ont écrit plein de belles choses dans un papier là, ils n'ont jamais été chez les gens, knocker à leur porte là, leur poser des questions sur leur situation. Et nous, on l'a fait. Et le fait que les gens, mes collègues ont participé sur le terrain avec l'enquête, ils se sont impliqués dans tout ce qui se passe. Là, on a apporté un résultat qui est plus concret, qui définit la réalité sur le terrain, qui définit tous les aspects qui sont plus personnels aux participants de l'étude. Et ça a fait une grande différence. Et puis après, nous, ça a perpétué d'aller plus sur le terrain, d'y participer, d'y s'intégrer. Et ça a apporté un résultat qui est plus significatif et important. Quelqu'un d'autre? Non.
D'autres questions, Nianoui? Pas de mon côté. Alors, je ne sais pas si Corinne voudrait parler. Pas de pression, Corinne. Ah, tu vois ça. Parce qu'elle tient quand même un rôle fort pour notre communauté, pour faire avancer ce nombre de sujets. Bonjour à tous. Merci de votre présence et puis des échanges et de tout ce que vous avez communiqué. Peut-être je vais vous parler de quelque chose de plus personnel. Moi, j'ai fait mon doctorat en pharmacologie à l'Université de Montréal. Mon directeur de thèse venait du Bénin. On parle des années 90. Donc, lui, il avait fait son doctorat à l'Université de Montréal et un postdoc en France. Donc, il avait vécu quand même... ça a été difficile pour lui et il a obtenu un poste à l'université. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir pendant mon doc. Et ce que j'ai remarqué, puis quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est la joie de vivre et le plaisir qu'il transférait dans le labo. Donc, l'objectif, oui, il fallait qu'on fasse de la science, il fallait être sérieux, il fallait être solide, mais il fallait qu'on le fasse avec du plaisir. Et tous les étés, il nous invitait dans le labo chez lui, et il y avait la communauté béninoise qui était là, et on s'amusait. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'il faut garder aussi. Nous, Québécois, des fois, on est très sérieux, hein, puis on oublie de s'amuser. Donc, c'est peut-être quelque chose que, Nanoui, merci de m'avoir demandé de parler et de vous partager cette expérience. Merci d'avoir fait l'exercice. Merci, Corinne. Merci. Je crois qu'on a une personne qui représente aussi les patients et patientes dans le comité DI. Tiffany, je ne sais pas si elle voudrait dire un mot. On the spot. OK. Oui, si. Alors, le temps est épuisé, donc si vous souhaitez aller répondre à vos obligations, vous pouvez y aller, mais si vous permettez, une dernière question, parce que j'aimerais quand même qu'on entende la voix des patients et des patientes partenaires en recherche. En fait, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. Déjà, merci beaucoup pour la rencontre d'aujourd'hui. Merci aussi, Nianoui, de l'invitation. Puis, en fait, donc, moi, je suis patiente. Je vis avec 2 maladies chroniques. Puis, on travaille au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, justement pour intégrer des patients en co-construction dans les projets de recherche, de transformation en sciences de la santé et services sociaux, etc. Puis, vous parliez de recherche participative tantôt. Moi, évidemment, je suis à fond pour ça. On se fait souvent poser la question, ou nous-mêmes, on continue à travailler là-dessus, sur, par exemple, le mix de recherche participative, mais en sciences fondamentales. Puis, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus, si justement, il y a de l'ouverture dans ces domaines de recherche-là à ce que ce soit plus participatif. Nous, on pousse beaucoup pour qu'il y ait des patients en co-leadership ou que les questions de recherche de sciences fondamentales viennent aussi des patients partenaires, mais je serais curieuse d'avoir votre avis de chercheur là-dessus. Je pense que Daméran sera beaucoup plus disposé à répondre à cette question vu qu'il est... Un peu plus en recherche. Oui, un peu plus en recherche fondamentale. Merci pour la question. Alors, la recherche fondamentale, ou celle que nous faisons ici, elle chevauche entre la recherche fondamentale et la recherche translationnelle. Mais l'ouverture, je pense, à l'approche participative même en recherche fondamentale et devrait être un acquis, mais je ne pense pas que c'est le cas à l'instant T. Encore une fois, cela vient beaucoup plus de nos biais, parce que je peux poser une question et il peut y avoir déjà des biais même dans comment je formule ma question. Donc ça fait que c'est un point je dirais, pour reprendre, c'est un point fondamental que vous soulignez, d'avoir de l'ouverture en recherche fondamentale. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire si on prend une maladie X ou Y? Le fait de penser dans la peau du chercheur, c'est une chose. Ensuite, penser dans la peau du patient en est une autre. Et de cette pensée-là, il faut qu'il y ait des actions concrètes qui en découlent. Ça va nous amener certainement à peut-être aller vers le patient, ou s'il y a un représentant de patient,
pour des fois formuler, moi je suis habitué à ce qu'on appelle des questionnaires, c'est-à-dire qu'on formule des questionnaires avant de commencer même une recherche. Et dans l'élaboration de ces questionnaires, très souvent, je pense qu'il y a de la place justement pour entendre et intégrer l'avis des patients. Parce que pour ce qui est des formulaires après, il faut avoir ce qu'on appelle le consentement quand la recherche va d'une manière ou d'une autre utiliser soit un spécimen ou une partie d'information venant d'autrui, venant de patients. On a besoin d'un consentement avant d'exécuter ou bien de passer vraiment à l'action, à la réalisation du projet comme tel. Donc, je crois que l'ouverture à l'approche participative devrait beaucoup aider. Et moi, je viens du Togo, je suis passé par différents endroits. Et aujourd'hui, je travaille sur le mélanome. Et par exemple, c'est une question qui me revient souvent dans ma communauté. Quand je parle de mélanome, de facto, les gens vont me dire que en fait, c'est une maladie de blanc. Que pourquoi tu t'intéresses à ça? Et je n'ai souvent pas de réponse. Parce que c'est tellement comme beaucoup de choses à dire et qui vont mélanger à la fois une partie de mes propres ignorances aussi. Donc, je préfère juste ne pas répondre et aller chercher davantage. Mais je crois que cette approche participative, justement, peut aider à mieux avoir une vision beaucoup plus d'ensemble. Mais par exemple, pour le mélanome, de ces questions, ça m'est venu de me dire que je travaille avec des lignées cellulaires en laboratoire. Peut-être je peux plus m'intéresser à l'origine de ces lignées cellulaires-là pour avoir la représentativité, pour m'assurer que ce ne sont pas que des lignées d'une portion ou d'une classe de la population, mais que ces lignées-là soient représentatives. Donc, je crois que oui, définitivement, l'approche participative, ça vient ajouter un plus à tout ce que nous faisons, autant en recherche fondamentale que dans la recherche translationnelle. Merci pour votre rapport. C'est ça ce qu'il te reste à faire alors. Vous savez alors dans votre laboratoire ce qu'il vous reste à faire. Merci infiniment, merci infiniment. On acclame encore les panélistes et l'animatrice. Merci à vous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette matinée. On vous souhaite un bon appétit et restez en contact avec nous. N'hésitez pas à partager avec nous votre expérience pour faire avancer la science et l'humain. Merci à tous. Merci. Merci, cher membre Merci du beaucoup. panel.